Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est un nouveau week-end avec un nouvel invité, toujours décontracté. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir un habitué de ces plateaux. Il s'agit de l'ambassadeur Tossim Panoupanou. Il est négociateur senior de la RDC. Monsieur Tossi, bonjour. Bonjour Alfred. Vous allez bien? Je me porte à merveille, merci. Vous êtes déjà un habitué d'Environ News et surtout de ces plateaux invités du week-end. Et je suis content de vous recevoir ce matin. Toujours un plaisir de venir répondre à ce rendez-vous important. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui nous allons parler climat, parler négociation, parler gouvernance environnementale. Ça vous dit quand même quelque chose pour la RDC? Absolument, absolument. Je pense qu'il y a au niveau international cette prise de conscience qu'il faut régler le problème du climat, qu'il faut régler le problème de l'environnement. Et un pays seul ne peut pas y arriver. Il faut se mettre ensemble autour de la table pour trouver des solutions pour des problèmes qui nous affectent les uns les autres et qui sont parfois causés au-delà de nos frontières. Et donc c'est comme ça que depuis une vingtaine d'années, sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de la Convention climat, 200 pays se réunissent pour essayer de trouver quelles sont les causes du problème et essayer de travailler sur des solutions ensemble. Super. Bien entendu, il s'agit d'intérêts multiples et chaque pays s'engage pour essayer de trouver des solutions qui répondent à ses intérêts. Et il faut donc aller dans cette discussion-là et essayer de négocier au mieux que l'on peut. Et il y a en RDC un groupe de négociateurs qui représentent le pays dans cette discussion et qui essayent de voir comment est-ce que la RDC peut au mieux tirer son épingle du jeu. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes négociateur senior. Quand on dit négociateur senior, ça fait allusion à quoi? Comme je disais... Vous êtes au-dessus des autres ou bien vous êtes... Non, je ne pense pas. Je pense que pour être au-dessus des autres, il faut être chef négociateur. Ok. Négociateur senior veut dire qu'il y a plusieurs années que je fais ça et qu'il y a par exemple une petite différence entre un négociateur junior qui commence et un négociateur senior. Et ça fait dire combien d'années que vous êtes dedans? Ma première COP était en 2007 à Bali, en Indonésie. Et donc depuis lors, j'ai assisté à toutes les COP, à part la COP de Katowice en Pologne en 2018, la COP 24. Je n'ai pas pu y aller, mais sinon depuis la COP 14 jusqu'à la COP 26, j'ai été présent. Vous êtes un habitué de ces couloirs, hein, parce que j'étais avec vous à Glasgow, j'ai vu la manière dont vous êtes respecté. C'est comme un prophète qui n'est pas si connu chez lui, mais qui a de la gloire ailleurs. Hein. C'est vous qui le dites. Hein. C'est vous qui le dites. Je ne suis pas suffisamment objectif que pour porter un jugement sur moi-même. Non, c'est très bien. J'étais avec vous à Glasgow, comme je le disais. J'ai vu la manière dont vous êtes respecté. Ça, pour nous, les Congolais, c'est de la fierté parce que c'est une messe qui réunit carrément 200 pays. Et quand il y a un Congolais qui est respecté, et d'ailleurs, vous étiez le président de l'organe subsidiaire. Oui, j'étais depuis 2 ans président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. Et la confiance des partis m'a été renouvelée parce que je continue à exercer cette fonction jusqu'à la COP 27 qui tiendra à la fin de l'année donc à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et donc en fait, la convention climat est gérée par un secrétariat. Et il y a 2 organes permanents qui sont les organes subsidiaires. L'un est chargé de la mise en œuvre, donc il fait le suivi de toutes les discussions et de toutes les décisions qui sont prises pour s'assurer que effectivement ce que les partis ont convenu est mis en œuvre. Et l'autre, c'est l'organe scientifique de conseil scientifique et technologique, qui est l'organe où les partis, lorsqu'elles ne se mettent pas d'accord sur une thématique et veulent avoir plus d'orientation scientifique ou technologique, confient certains travaux spécifiques à cet organe. Et donc c'est l'organe que je préside. Ah, c'est très bien. Alors, vous avez dit que la RDC a un groupe de négociateurs. Vous êtes au nombre de combien? Cela varie des années, hein, et cela varie également des moyens qui sont alloués. Il serait, je pense, opportun peut-être de voir comment est-ce qu'on pourrait structurer cette démarche, dans le sens où on pourrait indiquer quelles sont les institutions qui doivent aller à cette COP, quels sont les budgets qui peuvent être alloués, quels seront le nombre de représentants par institution, parce que souvent on se retrouve à ces réunions où parfois il y a 300, 400 Congolais et on ne sait pas toujours. Et dans les salles, on retrouve peut-être 10, 20, les autres. Bon, ça dépend pourquoi on va à cette rencontre. Parce qu'on peut aller pour des questions qui sont très spécifiques. On a peut-être besoin d'une poignée de négociateurs et on va également pour faire son lobbying. Essayer de dire, bon, moi je m'appelle Fonds forestier national, moi je m'appelle l'Office congolais du contrôle. Tous nous voulons montrer ce que nous faisons en termes de comportement vertueux pour contribuer au mieux-être du pays,
en ce qui concerne les aspects environnementaux et climatiques. Et donc oui, ils peuvent aller. Il y a effectivement la négociation elle-même qui se tient. Et il y a beaucoup d'événements parallèles, des side events, organisés par des partenaires. Donc ça dépend des moyens qui sont alloués par les différentes institutions. C'est très important aussi pour moi, je pense, que nous ayons chaque fois autour de la table des législateurs, des sénateurs, des députés nationaux, parce que c'est eux qui font les lois, c'est eux qui légifèrent. Et c'est également eux qui votent le budget. S'ils comprennent que cette thématique environnementale est centrale, simplement parce que le changement climatique obère nos perspectives de développement, le changement climatique ralentit nos efforts de réduction de pauvreté, ils vont comprendre qu'il faut allouer une plus grande part du budget national aux efforts pour lutter contre le changement climatique, de telle sorte que l'on puisse créer des synergies avec les autres efforts du gouvernement qui visent à réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui sont inclusives. Donc c'est normal qu'il y ait un groupe assez diversifié de représentants de la RDC, et donc il faut simplement s'assurer que chacun a un rôle utile. Donc tout le monde ne doit pas être dans la salle de négociation, mais pour une délégation de 400 personnes, 300 personnes, il est quand même anormal qu'il n'y ait pas de gens dans les salles. Mais on l'a vu à la COP26, j'étais sur place, j'ai vu qu'il y avait des salles où on recherchait les représentants de la RDC, ils n'étaient pas là. Et je pense que vous aussi, vous l'avez remarqué. Oui, bon, moi, je présidais beaucoup de travaux. Et c'est vrai qu'en tant que président de cet organe-là, congolais, souvent je voyais la place de la RDC vide. Et donc c'est vrai que ça ne fait pas bien, ça ne donne pas une bonne impression, mais ce n'est pas ma responsabilité. Ouais. Voilà. Il y a des autorités qui doivent s'assurer que lorsqu'un représentant de la RDC qui a reçu la confiance des pays pour avoir ce rôle est dans une salle, qu'il y ait au moins un de ses compatriotes qui soit dans la salle, même s'il ne va rien dire, mais au moins qu'il soit assis là. Mais il ne faut pas que les gens viennent à Glasgow et puis bon, que ça devienne une opportunité de faire du tourisme, voilà, de faire du shopping. Voilà. Voilà. Ce qui m'avait quand même tiqué le plus, c'était le fait qu'à la fin de la COP, on a vu les autres pays remercier le travail de Tossi, mais on n'a pas vu le Congo, la RDC remercier son fils. Je me rappelle que cette dernière séance s'est déroulée très tard, entre minuit 30 et 1h du matin. Bon, logistiquement, ce n'était pas facile. Les gens habitaient très loin. Et peut-être que bon, les gens devaient prendre leur dernier bus et leur dernier tram. Et donc, ne pouvaient pas rester si tard. Mais il y avait quand même d'autres pays qui étaient restés tard, qui habitaient aussi loin. Donc bon, des pays qui respectent peut-être aussi plus. Voilà, je sais que vous ne voulez pas trop parler de vous-même, ça je sais, vous êtes très modeste, je le sais très bien. Alors Monsieur Tossi Mpanou, je voudrais savoir, y a-t-il des critères pour être négociateur climat en RDC? Pour moi, ça dépend de l'intérêt du pays. C'est-à-dire qu'il faut regarder quelles sont les thématiques qui sont en train d'être négociées. Par exemple, en allant de Glasgow à Sharm el-Sheikh, il y a 3 programmes de travail importants qui ont été lancés. Un qui porte sur l'atténuation, un qui porte sur l'objectif global d'adaptation et un qui porte sur le financement. Il faut que nous, on voie quels sont les types d'expertise, quels sont les types de profils qui peuvent aller dans cette discussion. Qui s'y connaît en question de finances publiques, finances multilatérales, pour que l'on puisse voir comment au mieux capitaliser ces financements climatiques. Il y a peut-être des experts au niveau du ministère des Finances, il y a peut-être des experts au sein de différentes institutions, il y a peut-être même des experts au niveau du corps professoral, au niveau du corps académique. Et donc il faut voir comment prendre ces gens-là et les aligner comme négociateurs sur ces thématiques-là. Ensuite, mais apparemment, ce n'est pas ce qui s'est fait, hein, généralement. Ensuite, on va y arriver. Ensuite, il faut voir qui a un profil international, c'est-à-dire qui parle l'anglais. C'est une discussion qui se fait en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, vous allez faire quoi là-bas? Parce que, à part la plénière, où il y a les 6 langues onusiennes, donc la traduction se fait en anglais, français, chinois, russe, arabe, espagnol, à part la plénière, ensuite les discussions dans les groupes de travail, tout se fait en anglais. Donc si jamais vous êtes bon dans votre domaine, mais vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, ce ne serait pas bien d'y aller. Il faut également un peu avoir l'expérience des relations internationales, parce qu'on ne peut pas prendre la parole n'importe comment,
et on ne peut pas dire n'importe quoi. Un pays peut tenir un discours qui vous paraît un peu arrogant, ou vous avez l'impression qu'il vous offense, ou qu'il dit des contre-vérités. Vous ne pouvez pas directement prendre le micro et commencer à leur cracher au visage. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même certaines exigences. Donc ça dépend de ce que le pays veut. Est-ce que nous devons aller dans toutes les salles de négociation? Il y a peut-être des thématiques qui ne nous intéressent pas. Est-ce que nous, on est intéressé par l'adaptation? Certainement. Est-ce qu'on est intéressé au même niveau par les pertes et préjudices? Peut-être pas. Est-ce que la question du genre est importante pour nous? À ce moment-là, oui, il faut qu'on ait des expertes qui connaissent la thématique. Donc ça dépend de ce que le pays veut gagner dans cette négociation. Donc je crois que c'est la première chose qui doit être faite en amont. Et ensuite, il faut regarder le profil. Parce que les gens voyagent, le trésor public qui est déjà exsangue d'être mis à contribution, il faut que ce soit fait de manière utile. Mais justement, ma question était de savoir, est-ce que tout ce que vous évoquez comme critères de choix sont respectés lorsqu'on fait appel aux négociateurs, comme je l'avais vu donc à la COP26? Écoutez, pour aller à cette COP, on donne une accréditation. Cette accréditation se fait au niveau du point focal climat. Et en général, il y a une démarche assez rigoureuse où on demande une désignation officielle par les différentes institutions. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste par copinage, par amitié. Je suis l'ami d'Alfred, je lui donne l'accréditation. Donc, on estime en tout cas, au niveau du ministère de l'Environnement, que chaque institution est suffisamment responsable que pour désigner des personnes qui ont un bon profil. Donc, ça, c'est déjà le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est au niveau des travaux préparatoires. Il y a un groupe de travail où les gens viennent, ils s'impliquent, ils se familiarisent avec les thématiques. On voit quelle est la position nationale qui doit être adoptée. Est-ce que cette position est en adéquation avec la position du groupe africain? Parce que les 54 pays africains en général parlent d'une seule et même voix. Nous sommes également dans le groupe des pays les moins avancés. Est-ce que la position congolaise n'empiète pas trop sur cette position-là? Il est plus difficile d'aligner la position congolaise avec la position du groupe des 77 et de la Chine. Parce qu'il s'agit d'un groupe assez complexe de 135 pays avec des niveaux de développement différents. Et donc, en général, la RDC ne tient pas forcément compte de cette position-là. Essaye de ne pas aller à l'encontre, mais ne se prive pas, ne se contraint pas par rapport à cette position des pays du groupe des 77, qui d'ailleurs est un groupe où on a beaucoup de mal à arriver à une position commune, compte tenu des intérêts divers. Nous sommes également membres de la coalition des forêts détenteurs de la coalition des pays détenteurs de forêts tropicales. Et donc là également, il faut qu'on voie quelle est la position congolaise. Nous sommes également membres des pays de la COMIFAC. Il faut que l'on voie dans la sous-région, le bassin du Congo, comment est-ce qu'on va aller représenter la question des forêts pour avoir une compensation équitable par rapport au rôle que nos forêts jouent. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le développement peut être mis en adéquation avec la conservation de la forêt, ce genre de choses. Donc il faut que les personnes qui viennent dans ces travaux préparatoires s'imprègnent de tout cela, comprennent cela. Et donc, ce qu'il y a de bien avec cette négociation, c'est qu'elle est tellement dynamique. Hein, vous le disiez tout à l'heure, je pense que oui, mais on a l'impression qu'on ne termine jamais de négocier, c'est vrai que c'est une négociation qui est très dynamique, ça avance vite. Et un négociateur senior comme moi, qui ne va pas participer aux négociations pendant un an, un négociateur junior qui a été à toutes les discussions pendant l'année, peut développer une expertise qui dépasse la mienne sur certaines thématiques. Simplement parce que c'est une négociation qui évolue très vite et il faut donc la suivre comme ça au quotidien. Mais cela dit, je pense que Madame Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement, avait dit qu'il faut qu'on arrive à définir le profil du négociateur congolais. De telle sorte qu'on s'assure que nous avons les bonnes compétences et que l'État peut utiliser son argent de manière pertinente lorsqu'il faut envoyer ces gens dans ces conférences à l'étranger. Mais est-ce que, parce que vous êtes là depuis 2007, avez-vous déjà vu, par exemple, les experts en finances climatiques de la RDC participer à des négociations? Parce que vous avez évoqué quand même ces genres de profils. Mais j'ai l'impression que c'est
c'est des profils qui n'ont jamais existé hein, dans les négociations climat. Je ne sais pas, c'est mon point de vue personnel. Hein. Vous savez, moi je dis toujours que les RDC est un pays en développement. Nous ne sommes pas un pays riche, même si nous sommes potentiellement très riches. Et c'est un pays où les dirigeants font face à d'innombrables priorités. Il faut faire des routes, il faut s'assurer que des écoles sont construites, que les gens, lorsqu'ils sont malades, peuvent aller dans des hôpitaux. Il faut s'assurer qu'il y ait une autosuffisance au niveau agricole. Et quelquefois, cette question du changement climatique ne paraît pas comme étant une priorité pour certaines autorités. Alors que pour moi, c'est une question centrale. Lorsqu'on prend notre plan national stratégique de développement, tous les axes couverts par ce plan peuvent être impactés par le climat. Donc pour moi, il faut vraiment que cette question soit rehaussée au niveau le plus élevé. Et je pense qu'avec le fait qu'il y ait aujourd'hui une vice-primature chargée de la thématique, reflète un peu cette compréhension des enjeux. Donc au fil des années, puisqu'il s'agissait des experts en finance climat, peut-être que les gens se disaient nous devons aller dans la mobilisation des ressources, nous devons aller dans la maximisation des recettes, c'est des questions de finances publiques pures, comment mettre en place des incitations fiscales pour pouvoir encourager le contribuable à payer plus d'impôts. Et pour eux, cette question est totalement déconnectée du climat. Et donc, pour cela, ils n'ont pas envoyé de négociateurs sur cette thématique. Mais je pense qu'au fil des dernières années, il y a une meilleure compréhension de cette question du financement climatique. Les gens comprennent qu'au niveau multilatéral, au niveau des grandes institutions philanthropiques, au niveau des institutions financières, au niveau des gros pollueurs, il y a pas mal de financements qui sont mobilisés pour cette thématique. Et la RDC se doit de se préparer en termes d'arrangements institutionnels, en termes de cadres transparents pouvant attirer ces investissements, en termes de projets, de programmes bancables pour pouvoir attirer ces financements. Et par exemple, nous avons depuis quelques années un expert de la Banque centrale qui vient à toutes les COP. Il vient, il s'engage, il voit comment est-ce que ces flux financiers pourraient impacter positivement les efforts au niveau de la RDC. Et je pense que l'actuel ministre des Finances est également une personne qui comprend très bien cette thématique du financement climatique. Il a été au cadre au niveau du programme des Nations Unies pour le développement. Et d'ailleurs, il était à Glasgow. C'est dire qu'il comprend cette thématique, alors que je pense que très peu de ses prédécesseurs avaient été aux différentes COP. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de financement climatique, on fait allusion aussi au crédit carbone. Est-ce que la RDC se prépare-t-elle réellement à ça? Je pense que déjà les gens doivent comprendre que lorsqu'on parle de crédit carbone, c'est-à-dire je pollue beaucoup, je réduis cette pollution, je réduis les émissions de gaz à effet de serre et donc un crédit carbone se crée. Mais est-ce que la RDC pollue beaucoup? Est-ce que la RDC est industrialisée? C'est déjà comme ça qu'il faut voir cette question-là. La RDC est faiblement industrialisée, nous ne polluons pas beaucoup. Maintenant, la RDC a des forêts qui sont sur pied, et ces forêts-là jouent un rôle de séquestration de ces émissions de gaz à effet de serre. Et les gens se disent que, de manière conceptuelle, la RDC devrait être rémunérée pour ces efforts que font ces forêts, pour stabiliser le climat mondial. Mais le problème, c'est que le consensus au niveau international, c'est que la RDC n'a fait aucun effort pour planter ces forêts. Ces forêts-là se sont retrouvées dans un espace géographique qui, au fil des années, est devenu la RDC. Le gouvernement n'a fait aucun effort pour que cette forêt soit là. Mais cette forêt, effectivement, est dans les confins d'un pays souverain. Et il faut voir comment est-ce que nous pouvons avoir une juste rémunération par rapport aux efforts qui sont faits. Et donc les gens disent, très bien, on ne va pas vous payer sur la forêt qui est sur pied, on va vous payer sur l'effort que vous faites pour changer ce couvert forestier ou pour le maintenir. C'est-à-dire, si la RDC a 155, 156 millions d'hectares de forêt, on va vous payer dès lors que vous démontrez que cette forêt n'est pas réduite.
ou dès lors que vous démontrez que historiquement vous perdiez autant de superficie, mais vous avez mis en place des efforts pour réduire cette perte de couvert forestier, on va vous rémunérer sur ça. Ok. Donc c'est comme ça que le mécanisme marche. Ok. Et à Glasgow, il y a eu une discussion importante qui portait sur l'article 6, qui a pu être finalisé dans le cadre de l'accord de Paris. Et aujourd'hui, c'est une discussion qui continue quand même jusqu'à Sharm el-Sheikh pour structurer les 3 mécanismes qui découlent de cet article 6. Il y a donc le mécanisme à l'article 6.2 qui porte sur essentiellement les échanges de droits d'émission. C'est-à-dire, moi je suis un pays pollueur, mais j'ai pu réduire mes émissions au-delà de l'effort auquel j'avais souscrit. J'échange maintenant ce crédit carbone qui est à ma disposition parce que j'ai été au-delà des efforts qui étaient attendus de ma part. Je vends ça à un pays qui n'a pas atteint ses objectifs. Et ça, ce sera un mécanisme qui sera vraiment entre des grands pays industrialisés, pollueurs. Il y a le mécanisme 6.4 qui nous concerne le plus et qui ressemble au mécanisme de développement propre sous le protocole de Kyoto. C'est-à-dire, moi RDC, je mets en place une activité qui réduit les émissions et le crédit carbone, je le vends à un pollueur. Et puis il y a la nouvelle thématique, c'est 6.8, qui concerne les mécanismes non marchands. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement d'échanger les droits d'émission, mais il s'agit de voir quelles sont les politiques, quelles sont les réformes qui sont mises en place dans un pays pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, Madame la VPM a cette semaine fait un tweet où elle faisait référence au conflit armé. Et effectivement, on peut penser que conceptuellement, s'il y avait plus de paix sur la planète, s'il y avait moins de guerre, il y aurait moins d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que les chars de combat, les missiles et tout ça sont émetteurs de gaz à effet de serre. Donc cette question 6.8, c'est vraiment voir quelles sont les politiques qui peuvent être mises en place pour pouvoir susciter une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut par exemple être des réformes au sein du secteur énergétique, où on décide de mettre fin à certains monopoles de production d'énergie, où on libéralise le secteur, où on met en place des incitations fiscales pour que plus de gens fassent la transition énergétique pour réduire les gaz à effet de serre. Donc ça, ce n'est pas un projet qui est mis en place, mais c'est des politiques, un cadre réglementaire qui est mis en place, mais qui a comme effet de réduire également les émissions de gaz à effet de serre. Okay. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de crédit carbone en RDC, c'est essayer de voir comment gérer notre couvert forestier au mieux. Et pour ça, il faut enrayer les moteurs de la déforestation. Quels sont les facteurs qui créent cette déforestation? Le facteur le plus important, c'est l'agriculture itinérante saubroudée. Deuxième facteur, c'est les besoins énergétiques. Les gens n'ont pas accès à l'électricité. Tout le monde coupe le bois, fait le makala. Il y a également des problèmes qui sont liés à la gouvernance. Il faut mieux gérer notre forêt. On parle également de la démographie. Les Congolais font beaucoup d'enfants. C'est une pression sur la forêt. Et donc, il faut voir comment gérer ces moteurs de déforestation pour réduire notre perte de couvert forestier. Et pour ça, il faut également faire du boisement-reboisement. Parce que si on perd une partie de la forêt parce que les gens ont besoin de bois pour faire le makala, et bien, s'ils utilisent 1 hectare, nous on peut payer, on peut planter 10 hectares. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut féliciter le projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 du président de la République. Parce que ce projet justement vise à pouvoir enrayer notre taux de déforestation en s'assurant que au niveau des communautés de base, au niveau des entreprises publiques, au niveau des entreprises privées également, qu'il y ait un effort pour planter des arbres. Alors ça, c'est les projets de boisement-reboisement et les projets de réduction des émissions liées à la déforestation. Il y a également d'autres types de projets qui peuvent générer du crédit carbone, des projets énergétiques. Si vous êtes une grande société de télécommunications et que vous avez beaucoup de groupes électrogènes pour alimenter vos antennes à travers le pays, si demain vous décidez
d'arrêter ces groupes électrogènes et de mettre des panneaux solaires. Toutes les émissions de gaz à effet de serre qui provenaient de ces groupes électrogènes tombent à zéro et vous faites du crédit carbone. Il y a également, dans beaucoup de pays aujourd'hui, des recommandations qui sont mises en place pour pouvoir passer du parc automobile aujourd'hui, avec des moteurs thermiques qui utilisent du carburant, à un parc automobile électrique. Et donc, toutes les émanations des pots d'échappement, toutes les émanations venant de la combustion de l'essence et du mazout, aujourd'hui sont réduites à zéro. Et il y a également du crédit carbone qui est généré. Les décharges publiques, lorsque on prend les déchets et qu'on les entasse, ces déchets-là, à travers un processus chimique, produisent du gaz méthane. Si on gère les déchets de manière responsable, si on ne les laisse pas n'importe où, eh ben, on peut les entasser, mettre des biodigesteurs qui vont nous aider à récupérer ce gaz méthane. Et ce gaz méthane, il peut soit être transformé en électricité, et là les émissions tombent à zéro, ou alors ce gaz méthane peut être torché, on le brûle. Mais en le brûlant, on rend un service environnemental, parce que le méthane a un pouvoir réchauffant 23 fois plus fort que le dioxyde de carbone. Et donc quand on prend ce méthane-là, on le brûle, on le transforme en dioxyde de carbone, on contribue à réduire le réchauffement de 23 fois. Et donc il y a plusieurs types de projets qui peuvent être mis en place. Il y a également un projet qui peut être mis en place à travers les normes architecturales ou les normes de construction dans le pays. L'État peut par exemple dire, moi j'estime que quand vous construisez, il faut qu'il y ait plus de façades vitrées pour permettre la circulation de la lumière et utiliser moins d'énergie, par exemple. Comme ça, au lieu qu'on commence à allumer la lumière toute la journée dans un endroit fermé, la lumière du soleil aide à éclairer, on utilise moins d'énergie. Il faut également voir comment intégrer sur les toits et les plafonds des maisons une exigence de panneaux solaires. À telle enseigne que, supposons que toute la Gombe a des panneaux solaires et qu'il y ait une incitation financière où lorsque vous utilisez l'électricité que vous avez générée chez vous et le surplus, vous pouvez l'envoyer dans le réseau de la SNEL, à ce moment-là, vous recevez un peu d'argent. Ça pourrait très bien peut-être résorber une partie du problème de l'énergie dans la ville de Kinshasa. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place, mais il faut que cela soit réfléchi. C'est pour ça que pour moi, cette démarche de déconnecter le plan national stratégique de développement avec la question climatique ne doit pas se faire. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche convergente où lorsqu'on planifie, lorsqu'on s'inscrit dans une démarche prospective de développement du pays, on voit comment cette thématique environnementale, crédit carbone et tout ça peut être intégrée. Mais la RDC a une CDN qui a été évaluée à plus ou moins 42 ou 43 milliards de dollars. Et depuis la COP26, jusque maintenant, rien n'avance sur ces points-là au niveau du pays. On attend peut-être la COP27 pour encore répartir, dire voilà, on a fait ça. Comment vous évaluez ou bien comment vous analysez justement la CDN de la RDC et son application? Vous dites quelque chose d'important là, Alfred. Il faut qu'on évite de tomber dans l'exubérance des COP. C'est-à-dire, il y a une COP, il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse des annonces. Pour moi, le plus important, c'est le travail qui est fait en amont de la COP et en aval de la COP. Et effectivement, on est venu de la COP 26, on a rehaussé notre niveau d'ambition en termes d'engagement. Je pense que la CDN doit être passée de 17% à 21%, si je ne m'abuse. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut voir comment est-ce que cela est traduit, comment est-ce que cela est opérationnalisé en actes concrets. Cette CDN, quels sont les engagements pris? Quels sont les secteurs? Quels sont les domaines d'action? Quels sont les programmes? Quels sont les projets qui découlent de ces programmes? Quel est le champ d'action? Est-ce que c'est à Kinshasa qu'on va réduire toutes ces émissions? Est-ce que c'est en province? Est-ce qu'on est en discussion avec les entités territoriales décentralisées? Lorsqu'on parle du projet de 145 territoires,
Est-ce que la CDN est déclinée à ce niveau-là également? Ou alors ça reste l'espèce d'apanage de quelques experts climat dans des bureaux climatisés de la Gombe? Donc il faut qu'on sache ce que l'on veut. Donc c'est important de voir comment établir un cadre permanent d'échange avec les différentes parties prenantes. Moi je crois qu'on devrait avoir des réunions mensuelles ou hebdomadaires avec différentes parties prenantes, avec des administrateurs de territoire pour qu'ils comprennent c'est quoi la CDN, avec la Fédération des entreprises du Congo, avec l'Association des entreprises publiques, avec les législateurs. Parce qu'eux ont l'obligation, lors de leurs vacances parlementaires, d'aller voir leur base. Ils doivent sensibiliser, ils doivent dire on a pris des engagements au niveau international et si on travaille bien, on aura des financements. Donc il faut qu'on soit dans cette démarche participative. Il y a une appropriation à tous les niveaux de cette thématique, de telle sorte que dans nos livres scolaires, que l'on parle de CDN et qu'on explique ce que ça implique. Donc il faut que tout le monde se mette au diapason et qu'on puisse ensemble véritablement opérationnaliser cette CDN. Ça reste que sur les tables des experts comme vous, la CDN, quand vous partez juste ici à Kingasani, posez la question CDN, personne ne connaît ça. Hein. C'est peut-être le lieu de faire un mea culpa et dire il faut qu'on fasse mieux. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent toujours tout justifier, toujours tout expliquer. Et parfois, il faut faire son constat et dire oui, c'est vrai que là, on n'a pas fait autant qu'on devait. Mais moi, je crois, pour mettre un bémol à cette critique, je pense qu'il y a une appropriation quand même au niveau politique. Et maintenant, il faut simplement voir quelles pourraient être les modalités de mise en œuvre sur lesquelles nous pouvons travailler. Mais effectivement, si lors de la prochaine échéance, qui est la COP27 de Marrakech, qui sera, pardon, pas Marrakech, de Sharm el-Sheikh en Égypte, au mois de novembre, qui sera une COP africaine. Si on va, et que depuis Glasgow on n'a rien fait, effectivement, il y aura de quoi pâlir de route. Ah voilà, ça c'est vrai, parce que lorsqu'on analyse par exemple dans la CDN de la RDC, il y a des ambitions de réduire notamment les émissions liées aux déchets. Mais la ville de Kinshasa nous prouve le contraire de tout ce qu'on a pris comme engagement. Hein. Je ne sais pas si vous le remarquez. Les déchets, la ville de Kinshasa, moi je n'en parle pas. Les gens en parlent suffisamment dans les réseaux sociaux. Moi je ne vais pas m'étendre là-dessus. Très bien, monsieur Tossi Mpanou. Alors, on revient justement à la question de la gouvernance environnementale. Aujourd'hui, la RDC se présente comme un pays solution. Selon vous, ce pays est réellement solution? Oui, ce pays est solution, absolument. Parce que lorsqu'on regarde la thématique du changement climatique, elle affecte tous les pays. Pauvres, riches, tous les pays sont affectés. Et certains pays ont une plus grande responsabilité dans ce problème du climat. D'autres pays ont une responsabilité moindre, mais certains pays ont également des solutions à apporter pour régler ce problème. Et la RDC en fait partie. Notre forêt luxuriante, notre forêt tropicale humide, joue ce rôle de séquestration de gaz à effet de serre. Et c'est une forêt de 155-156 millions d'hectares, qui est une forêt qui aujourd'hui, on estime, joue peut-être un rôle plus important que la forêt amazonienne. Parce que nos forêts sont des forêts qui sont à une plus haute altitude et sont moins sujettes à un phénomène de vieillissement, de pourrissement, qui fait que les forêts amazoniennes commencent à devenir des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc notre forêt, effectivement, de la RDC, et celle plus large du bassin du Congo, contribue à solutionner ce problème du climat. C'est la première des choses. Deuxième des choses, une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur de l'énergie. Les gens utilisent du pétrole, du charbon, les gens utilisent de la biomasse, tout ça est très polluant. Et la RDC est un paradis pour les électriciens, parce que la RDC a un potentiel hydroélectrique de 100 000 MW, 100 gigawatts si je ne m'abuse. Le seul site de Inga, bien sûr, c'est les 44 000 MW, mais il y a également d'autres sites à travers le pays où on peut développer des énergies hydroélectriques, une énergie hydroélectrique. Et il se fait que la RDC a 9 pays limitrophes et nous pouvons faire des projets qui sont cofinancés, des projets qui sont coplanifiés, de telle sorte que nous donnons l'énergie à nos voisins. Et un voisin dont vous dépendez
pour votre énergie, c'est un voisin auquel vous ne faites pas la guerre. Et on peut même donner l'énergie au-delà de la sous-région. On peut donner cette énergie hydroélectrique jusqu'en Égypte, jusque dans le sud de l'Europe, jusqu'au Moyen-Orient. Nos amis sud-africains dépendent énormément du charbon. On peut leur donner également un peu de cette énergie hydroélectrique. Et donc ça, c'était les 100 000 MW d'hydroélectricité. Mais il y a également 90 000 MW d'autres types d'énergie renouvelable. Il y a du solaire, il y a de la géothermie. Lorsque vous allez à l'est, il y a des volcans, il y a du potentiel de géothermie. Il y a le gaz méthane du lac Kivu, il y a la biomasse. Donc il y a plusieurs sources d'énergie qui font que la RDC est une véritable solution pour aider à régler ce problème du climat. Et finalement, l'un des derniers atouts que nous avons maintenant, c'est nos minerais stratégiques. Puisque la RDC a un quasi-monopole sur le cobalt. Et ce cobalt est utilisé dans les batteries électriques qui aident les voitures électriques à se mouvoir, qui aident les panneaux solaires à emmagasiner l'énergie. Et donc cela passe par le cobalt de la RDC. Cela passe par l'autre technologie de batterie que l'on veut commencer à exploiter, qu'on exploite déjà, c'est les batteries à ion lithium. La RDC également, énormément de lithium. Et la RDC a du coltan, du germanium, du niobium, beaucoup de ces minerais stratégiques qui vont contribuer à la transition énergétique et à la transition écologique à l'échelle internationale. Maintenant, le combat à mener, je pense, c'est voir sur la chaîne de valeur que créent ces minerais stratégiques, quelle est la quote-part de la RDC. Et aujourd'hui, elle est trop faible. Aujourd'hui, c'est du minerai qu'on en extrait, que l'on transforme un tout petit peu et qu'on exporte. Il faut voir comment est-ce qu'on peut transformer ce minerai en produit fini, comment est-ce qu'on peut former des jeunes compétences pour travailler sur ces secteurs qui demandent une certaine technologie. Et je suis heureux qu'au mois d'octobre ou novembre de l'année dernière, il y ait eu ce DRC Africa Business Forum qui portait sur comment établir une industrie de batteries électriques en RDC. Donc je pense que cette réunion-là, qui s'est tenue sous l'égide du président de la République et du ministre de l'Industrie, était une réunion très pertinente parce que justement, elle permet de mettre la RDC au centre de tous les intérêts et voir comment la RDC peut être un pays solution pour cette transition énergétique et régler ce problème du changement climatique. Justement, la question d'être pays solution ne se limite pas seulement à faire ces listings que vous avez fait de toutes les ressources que nous avons, mais c'est aussi une vision globale de cette solution. On ne peut pas être seulement une solution en tendant la main vers l'extérieur pour recevoir l'argent pour nous développer, apporter des solutions. Est-ce que vous pensez que la RDC doit changer sa façon de voir, de ne pas toujours avoir une main tendue vers l'extérieur, mais de se dire je suis un pays solution et voici ce que moi j'ai fait pour matérialiser cette solution? Mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas, puisqu'on nous parle de changement de narratif. Je pense que la RDC est déjà engagée dans cette démarche-là. Je pense que Paris n'a pas été construite en un jour. Il y a toujours un premier pas. Et le premier pas, c'est déjà prendre conscience du fait qu'on est un pays solution. S'approprier ce constat. Et voir maintenant comment matérialiser cela. Et pour moi, c'est bien que déjà au niveau politique le plus élevé et dans différents cercles, on ait fait ce constat. Maintenant, il faut simplement voir quelles sont les contraintes qui empêchent que nous puissions arriver à cela. Identifier ces contraintes-là, qui souvent ne sont pas déconnectées d'autres thématiques. Parce que pour faire aujourd'hui une industrie des batteries, il faut avoir accès à l'énergie, il y a un déficit d'énergie, il faut avoir des compétences, déficit de compétences, il faut avoir des financements, déficit de financement, il faut avoir des voies de communication, des voies d'évacuation, déficit d'infrastructure. Donc, quelque part, les autres chantiers sur lesquels on travaille vont contribuer également à l'aboutissement de cette volonté de rendre la RDC comme pays solution. Donc, il faut juste que les gens se parlent plus entre eux, que les gens ne soient pas là en train de creuser leur sillon sans comprendre qu'il y a une connexion, il y a une convergence qui peut être faite. Et donc pour cela, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une task force, un groupe de travail dédié qui puisse
porter cette thématique-là. Et voir comment est-ce qu'en interministériel, en interinstitutionnel, on travaille vers cette feuille de route commune pour qu'effectivement ce slogan soit opérationnalisé. Ah, voilà, c'est un slogan jusque-là. Bon, c'est un engagement. Ok, alors COP26, COP27, au milieu, qu'est-ce que la RDC doit faire? La RDC doit faire son travail. La RDC doit voir quelles ont été les décisions de la COP26. Il y a ces groupes de travail que j'ai mentionnés sur l'objectif global de l'adaptation, sur le financement, sur l'atténuation. La RDC doit se préparer. Lorsqu'on va aller à Bonn au mois de juin, il faut que la RDC soit prête avec des solutions à offrir, avec des propositions à faire. Et il faut également que dans la mise en œuvre de l'action climat au quotidien, que des choses soient faites. Et ce n'est pas l'apanage de la seule VPM en charge de l'environnement. C'est une question, cette question climatique va au-delà du seul ministère de l'Environnement. Parce que ça a trait au transport, ça a trait aux infrastructures, ça a trait à l'agriculture, ça a trait au développement rural. Et donc il faut qu'il y ait une discussion qui se fasse pour que l'on voit comment est-ce que nous pouvons décliner notre CDN en action de terrain, en projets de terrain, en programmes régionaux, provinciaux, et des programmes, des projets qui soient bancables, bien ficelés, crédibles, et commencer à voir comment attirer les financements. Donc je crois que c'est l'une des choses que l'on peut faire en tout cas, et qui pourra nous aider à aller à Sharm el-Sheikh avec des résultats probants sur le terrain, même si nous n'avons pas encore commencé à tout mettre en œuvre, mais déjà l'amorce de cela, déjà une structuration cohérente, stratégiquement faite, peut déjà être un gage de la volonté du pays d'aller concrètement vers la mise en œuvre de cette CT. Je voudrais avoir une réponse objective de vous en tant qu'expert, parce que vous êtes dans cette histoire de négociation climatique depuis plus ou moins pratiquement 15 ans. 15 ans, Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que la RDC a quelque chose qu'elle devrait faire pour occuper une place quelconque, mais qu'elle n'a jamais faite, qui fait en sorte qu'elle puisse se retrouver à l'état brûlé? Le pays en lui-même. Oui, le pays en lui-même. Bon, sans vouloir aller dans une démarche visant à me dédouaner ou à dédouaner le pays, il faut regarder qu'est-ce que les autres pays font. Que fait Congo-Brazza? Que fait le Tchad? Que fait l'Ouganda? Comme je disais, les pays, surtout ceux d'Afrique subsaharienne, font face à d'énormes défis. Et donc, quelquefois cette thématique environnementale, quelquefois cette thématique climatique ne paraît pas comme étant la priorité des priorités. Vous savez, lorsque vos frontières sont menacées, ou lorsque vous n'avez pas assez de nourriture pour la population, est-ce qu'à ce moment-là, les dirigeants pensent à quel est notre positionnement au niveau international sur cette thématique? Donc ça dépend en fait des circonstances nationales qui affectent les différents pays. Et donc pour moi, lorsqu'on regarde ce processus au cours des 15 dernières années, il y a eu une montée en puissance de la RDC et il y a eu une plus grande appropriation politique de cette question, à telle enseigne qu'à la COP26, c'est la première COP où la RDC a été représentée au niveau le plus élevé de l'État par le président de la République. Donc je pense lorsqu'on fait le bilan, lorsque je fais une rétrospective par rapport à mes premières réunions sur le climat, et aujourd'hui je pense qu'il y a eu une plus grande appropriation de la thématique et une démocratisation de la thématique. Aujourd'hui, en tout cas, lorsque je parle à des élèves, lorsque je fais une intervention dans une université ou lorsque je parle à des gens du secteur privé, tout le monde est plus ou moins sensibilisé sur la thématique. Bien entendu, il y a une compréhension diverse de la chose. Il y a des gens qui
un entendement un peu approximatif de la thématique, mais tout le monde au moins en a entendu parler. Et donc je pense que la RDC fait au mieux ce qu'il lui est possible de faire. Il y a également, je dirais, une question de pérennisation des compétences impliquées dans le secteur. Vous savez, nous sommes souvent soumis à des autorités politiques qui malheureusement changent. Hier, je rendais hommage au chef du protocole à l'environnement qui est décédé. Et je me rendais compte qu'en 15 ans, où je le côtoyais, il a servi 9 ministres. Donc vous voyez, lorsqu'il y a autant de changements au niveau politique, quelquefois ça impacte la représentativité au niveau des experts. Parce que certains des experts, même s'ils sont compétents, ont un lien politique. Et quelquefois, certains experts, lorsque le ministre s'en va, ils s'en vont avec leur dossier. Et donc c'est vrai qu'il faudrait s'assurer que toute la mémoire institutionnelle soit concentrée au niveau du secrétariat général, à l'environnement en l'occurrence, et que ce ne soit pas chaque fois les cabinets ministériels qui passent. Qui vient avec ses experts. Voilà, avec ses experts, avec tel dossier qu'on avait commencé, oui, on avait pensé à tel programme d'assainissement, ah mais voilà, on a pensé à tel projet pour structurer le marché du carbone dans le pays, on avait pris tel groupe international pour nous accompagner, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut, lorsqu'un ministre arrive, qu'il aille puiser au sein du secrétaire général. Parce que c'est là que réside la mémoire institutionnelle, c'est là que résident les meilleures compétences. Et pour moi, un ministre ne devrait même pas emmener des conseillers. Un ministre devrait prendre les conseillers au sein de l'administration. Parce que c'est eux qui véritablement détiennent la matière. Mais bon, nous sommes... La politique est la politique. Nous sommes dans le contexte dans lequel nous sommes. Alors aussi, je vais te poser 3 questions pour clôturer cette émission. Oui. La première question, c'est de savoir comment se porte la relation entre toi et Eve Bazaïba. Elle ne peut être qu'excellente. Maman Eve est une personne qui, dès qu'elle a pris ses fonctions, m'a reçu. Nous avons eu de bons échanges. On était à Glasgow, elle n'hésitait pas à me consulter sur certaines thématiques. Et ensemble, nous la soutenons dans cette candidature de la RDC pour accueillir la pré-COP, puisque nous espérons que la pré-COP ministérielle se tiendra en RDC quelques mois avant la COP de Sharm el-Sheikh. Et d'ailleurs, dans nos échanges avec Maman Bazaïba, qui, il faut le rappeler, était députée nationale, était sénatrice, et avant ça était très active dans la société civile, voudrait faire de cette pré-COP un grand événement également pour la société civile, où il y aura les ministres qui viendront, comme se font des autres pré-COP, mais il y aura un forum de la jeunesse, il y aura la société civile qui aura également un espace qui pourra utiliser cela comme une plateforme. Donc je pense que... Est-ce que la lettre a été déjà déposée finalement? Ah oui, une correspondance officielle a été envoyée au gouvernement égyptien dans ce sens. Donc juste pour dire que non, la relation avec maman Eve est bonne. Deuxième question, Tossim Panoupano, avec tout ce qu'il a comme connaissances, comme carnet d'adresse, pourquoi il n'est pas ministrable? Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Il faut poser à ceux qui nomment les ministres. Moi, je pense que ministre, dans son sens premier, veut dire serviteur. Donc, lorsqu'on devient ministre, il faut véritablement revêtir ce costume ou ce libaya de serviteur de la cause environnementale. Et je pense que, en ce moment, cela est bien fait par le titulaire actuel du ministère. Et donc, au-delà des arrangements politiques, au-delà des différents profils... Peut-être parce que vous n'êtes pas membre d'un parti politique, voilà pourquoi vous ne l'êtes pas aussi. Hein. Bon, c'est pas sûr. Mais d'abord, est-ce que moi je veux être ministre? C'est ça aussi la question qu'il faut poser. Ah, voilà. Est-ce que vous voulez aussi être ministre? Alors, je vous pose cette question. Alors, moi je suis un patriote, je veux servir mon pays. Si jamais on estime que ça peut être en tant qu'ambassadeur pour le climat auprès du chef de l'État, si jamais on estime qu'il faut que
je puisse, je ne sais pas, être basé à Nairobi pour servir le PNUE. Moi, je suis ouvert d'esprit. Mais je dois dire que, en termes d'ambition, moi, je vais avoir 50 ans bientôt. Il y a eu une certaine évolution. Et j'ai servi 9 ministres différents. Donc, je ne fais pas une fixation sur le poste de ministre. Maintenant, ministrable, les ministres ont différents profils. Hein. Peut-être qu'à certains égards, je réponds à ce profil. Peut-être qu'à d'autres égards, je n'y réponds pas. Donc, j'ai des amis ministres avec lesquels on a grandi, avec lesquels on a étudié. J'ai des amis ministres plus jeunes que moi. Donc, si je suis ministrable, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Ok, c'est très bien. Donc, mais au moins l'ambition d'être ministre est là. Je voudrais servir mon pays. Si jamais il y a, à un moment donné, cette convergence entre ma volonté d'être ministre et la volonté des autorités de me nommer ministre, très bien. Peut-être qu'un jour on peut vouloir me nommer ministre et je ne veux pas l'être. Donc, je pense que il y a un Tosi Panou aujourd'hui et il y aura un Tosi Panou si jamais je suis ministre et après je ne le suis pas. Donc ce n'est pas la fonction de ministre qui peut définir qui je suis. La dernière question est aussi, 15 ans en tant qu'expert en négociation climatique, est-ce que tu prépares déjà la relève? En tout cas, moi, j'ai beaucoup investi dans beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup investi dans beaucoup de jeunes qui, pour certains, continuent à m'accompagner. D'autres ont décidé d'aller travailler dans d'autres institutions. D'autres, dans ces institutions-là, nous sommes toujours en contact. D'autres, au niveau de ces institutions-là, ont rompu le contact parce que peut-être qu'ils estiment qu'ils sont devenus suffisamment autonomes. C'est tant mieux. En tout cas, moi, il y a effectivement un groupe de jeunes qui m'accompagnent. Lorsque nous pouvons, nous les recommandons pour aller faire des formations, ici et là. Et c'est des jeunes qui sont très bien et qui, demain, lorsque moi je vais, en tout cas, raccrocher et passer à d'autres choses, et ben, ces jeunes-là pourront prendre la relève, effectivement. Mais peut-être que cette démarche devrait être mieux structurée, parce que pour l'instant, elle est plutôt informelle. Okay. Peut-être qu'il faudrait, au niveau de l'Académie diplomatique des affaires étrangères, peut-être qu'il faudrait faire une formation, un module de jeunes négociateurs. Et comme ça, on peut identifier quelques jeunes Mais c'est une très bonne idée, ça. Est-ce que tu as déjà approché cette académie pour leur proposer ça? Il est vrai qu'à un moment donné, le directeur de l'académie m'avait approché pour faire des formations. Okay. Mais ça n'avait pas abouti à un projet concret. Mais oui, c'est une chose qu'on devrait faire, effectivement. Toi, Simpanou, est-ce que tu as un dernier mot pour cette édition des invités du week-end? Écoute, Alfred, toujours un plaisir de venir ici et d'avoir cet échange à bateau rompu. Je crois que la thématique sur le climat est essentielle pour le développement de ce pays et pour que nous puissions préserver cet espace pour les générations futures. Et donc il faut que tout le monde s'implique. On ne peut pas juste détourner le regard en disant je ne suis pas concerné. Tout le monde doit être concerné et j'espère en tout cas que nous, en tant que certains précurseurs de cette thématique-là, qui avons eu la chance de la découvrir avant d'autres, nous avons du mieux de nos compétences pu faire une restitution de ces enjeux et nous avons pu, j'espère, susciter, inspirer d'autres qui s'impliquent de manière accrue pour demain prendre la relève. Donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup pour votre passage sur ces plateaux. Ça a été un plaisir de discuter avec vous ce week-end sur toutes ces questions. Et je pense que nos téléspectateurs sont édifiés de toutes les réponses que vous avez données, mais aussi des propositions concrètes que vous proposez au gouvernement congolais. Merci Alfred. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. En tout cas, déjà, je dois dire que le niveau de préparation de présentateur est de très haute facture.
une bonne maîtrise des thématiques, une bonne maîtrise des sujets, une bonne maîtrise des enjeux. Le cadre est un cadre fantastique. Je pense qu'on est en pleine nature, donc ça se prête véritablement à discuter de cette thématique. Et donc je garde une impression extrêmement positive de ce passage.